Ma femme avait planifié mon assassinat pour l'argent de l'assurance. Mon frère avocat l'a complètement détruite au tribunal. Ma femme a exigé le divorce à la maison. Tu ne peux pas te payer un avocat pour me combattre, dit-elle en souriant. J'ai répondu, tu as raison. Elle m'a remis les papiers du tribunal, seulement pour voir l'avocat de divorce le plus redouté et le plus cher de la ville s'asseoir à mes côtés. Il l'a regardé et a dit, il n'a pas besoin de me payer. Après tout, je suis son frère aîné. Ma femme, Evelyne, m'a informé mardi dernier qu'elle voulait le divorce. Il n'y avait pas de tristesse dans ses yeux, ni de regret dans sa voix. C'était une déclaration de victoire. Nous étions assis dans le salon de la maison que nous avions passé 8 ans à transformer en foyer, et elle me parlait avec la froideur distante d'un cadre d'entreprise. C'est fini, Tom, dit-elle, posant un dossier sur la table basse. J'ai déjà parlé à un avocat. Voici mes conditions. Je n'ouvrais pas le dossier. Je n'en avais pas besoin. Elle était plus qu'heureuse d'énumérer ses exigences. Elle voulait la maison pour laquelle mon grand-père m'avait aidé à verser l'acompte. Elle voulait 70% de nos économies communes. Elle voulait une pension alimentaire pour un minimum de 5 ans. Ce n'était pas une négociation. C'était une reddition inconditionnelle. Quand elle eut fini, elle se renversa en arrière, avec un sourire confiant et arrogant sur le visage. Et je ne veux pas me battre pour ça, Tom, dit-elle, sa voix chargée d'une pitié condescendante. Soyons réalistes. Tu es professeur de menuiserie au lycée. Tu gagnes un salaire décent, mais tu ne peux pas te payer un vrai avocat. Le mien va t'enterrer sous les honoraires d'avocat avant même que tu voies l'intérieur d'un tribunal. Il vaut mieux pour toi d'accepter simplement les conditions et de partir. Je restais là, regardant cette femme que j'avais aimée, cette femme avec qui j'avais construit une vie, et je sentis un profond sentiment de froideur s'installer en moi. Elle ne voulait pas seulement me quitter. Elle voulait me ruiner. Elle me voyait comme faible, comme un obstacle à écraser et à jeter. Sa plus grande arme, pensait-elle, était mon incapacité à riposter. Je laissai le silence planer dans l'air pendant un long moment. Puis je la regardai, mon visage un masque de résignation, et dis les 2 mots qu'elle s'attendait à entendre. Tu as raison. Le soulagement sur son visage fut immédiat. Elle avait gagné. L'humble et simple professeur n'allait pas se battre. Elle se leva, lissa sa jupe et dit, « Parfait. Je suis contente que tu sois raisonnable à ce sujet. Tu seras notifié avec les papiers officiels la semaine prochaine. » Puis elle quitta la pièce. Voici ce qu'Evelyne savait. Elle savait que j'étais un homme de moyens modestes, elle savait que je n'avais pas des dizaines de milliers de dollars à dépenser dans une bataille juridique. Elle savait aussi que j'avais un frère aîné appelé Marcus. Ce qu'elle savait aussi, et sur quoi elle pariait, c'était que Marcus et moi ne nous parlions plus depuis 5 ans. Marcus n'est pas professeur. Marcus est un requin. Sans exagération, l'avocat de divorce le plus redouté et le plus cher de l'État. C'est un prédateur juridique dont le nom rend les autres avocats nerveux. Et il était, à tous égards, quelqu'un qui ne faisait plus partie de ma vie. Nous avions eu une dispute après la mort de nos parents. C'était à propos de la maison familiale, la maison où nous avions grandi. Je voulais la garder, la préserver comme un souvenir, un endroit pour rassembler nos familles. Je suis sentimental comme ça. Marcus, toujours le pragmatique, y voyait un actif en chaîne. Il voulait vendre, partager l'argent et passer à autre chose. Nous avons eu une discussion amère et terrible qui s'est terminée avec nous deux de part et d'autre d'un abîme d'orgueil têtu. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Evelyne avait été témoin de la fin de cette rupture. Elle me voyait comme complètement et définitivement isolé de la seule personne puissante de ma famille. Dans son calcul stratégique, mon plus grand atout potentiel était mort. Elle se trompait. Pendant 3 jours après son annonce, j'étais dans un endroit sombre. Elle avait raison sur une chose, je ne pouvais pas me permettre de lutter contre elle, pas selon ses conditions. L'idée de perdre ma maison, mes économies, tout ce pourquoi j'avais travaillé, était suffocante. Le 4e jour, j'ai touché le fond, et de là il n'y avait nulle part où aller sauf vers le haut. J'ai avalé tout mon orgueil, un orgueil qui m'avait coûté mon frère pendant 5 ans, et j'ai trouvé son numéro de portable privé. Ma main tremblait en composant. Je m'attendais à ce que ça aille sur la messagerie vocale ou soit répondu par une secrétaire à la voix tranchante, mais après 2 sonneries, une voix profonde et familière répondit. « Allô ? Marcus, dis-je, ma propre voix sonnant faible et étrange à mes oreilles. Cet homme. Il y eut une longue pause. Pendant un moment, je pensais qu'il allait raccrocher. Tommy, dit-il finalement, l'ancien surnom sonnant étrange après tant d'années. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et tout sortit. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des exigences d'Evelyne, de son avocat, de sa froideur. Et je lui ai dit sa dernière provocation arrogante. Tu ne peux pas te payer un avocat pour me combattre.
Un autre long et lourd silence s'étendit entre nous. Quand il parla finalement, sa voix était différente. La surprise avait disparu, remplacée par quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. C'était le son d'un frère aîné protecteur. C'était le son de l'acier. Elle a dit quoi? Demanda-t-il, la voix dangereusement calme. Je répétai ces mots. D'accord, dit-il. Quand et où est la première audience? Mardi prochain, au tribunal du centre, dis-je. Je vais libérer mon agenda, répondit-il. Ne lui parle pas. Ne parle pas à son avocat. Ne signe rien. Présente-toi juste mardi. Je te retrouverai là-bas. Nous avons raccroché. Je restai assis, mon cœur battant la chamade, avec un mélange de terreur et d'espoir effrayé. Evelyne pensait qu'elle m'avait désarmé. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me remettre une arme nucléaire. Elle était sur le point d'apprendre une leçon très dure sur ce que la famille signifie vraiment. Le matin de l'audience préliminaire, c'était un mardi misérable et pluvieux. Cela semblait approprié. J'entrai seul au tribunal, me sentant dans chaque partie du rôle de l'homme vaincu qu'Evelyne s'attendait à ce que je sois. Je portais mon meilleur et seul costume, celui que je réserve normalement pour les mariages et les funérailles. Cela ressemblait un peu aux deux. J'entrai dans la salle désignée. C'était une salle stérile, impersonnelle, qui sentait le vieux papier et l'anxiété. Evelyne était déjà là, assise à la table de l'accusation. Elle était magnifique. Elle portait un élégant tailleur bleu marine, les cheveux parfaitement coiffés. Elle semblait confiante, arrogante et prête pour une prise de pouvoir d'entreprise. À côté d'elle était l'avocat, un homme de 50 et quelques années avec un sourire satisfait en permanence collé sur le visage. Ils riaient discrètement ensemble quand j'entrai. Elle me vit et son sourire vacilla pendant une seconde, remplacé par un regard de pitié. Je m'assis seul à la table du défendeur, essayant d'ignorer les chuchotements et les ricanements venant de l'autre côté de la salle. Je pouvais sentir le regard condescendant d'Evelyne sur moi, ce même regard qu'elle m'avait donné dans notre salon une semaine plus tôt. Pour elle, j'étais exactement ce qu'elle attendait, un homme brisé, vaincu, assis seul sans représentation légale, sur le point d'être déchiqueté par le système qu'elle avait manipulé avec tant de précision. L'avocat d'Evelyne, un type appelé Richard Blackwood, continuait à prendre des notes sur ses papiers coûteux, chuchotant occasionnellement quelque chose à l'oreille d'Evelyne qui la faisait sourire avec cette expression satisfaite et cruelle. Je connaissais ce sourire. C'était le même qu'elle utilisait quand elle obtenait exactement ce qu'elle voulait, quand elle manipulait une situation en sa faveur. C'était le sourire d'une prédatrice qui savait que sa proie était acculée. Blackwood avait une réputation en ville. Il était connu pour ses méthodes agressives et sa capacité à sucer jusqu'à la dernière goutte de sang de ses adversaires. Ses tarifs horaires étaient légendaires, 5 cents $ de l'heure n'était que le début. Pour une bataille comme celle-ci, il facturerait probablement plus de 100 000 $ avant que tout soit fini. De l'argent que je n'avais tout simplement pas, de l'argent qu'Evelyne savait parfaitement que je n'avais pas. L'horloge sur le mur marquait 9h55 du matin. L'audience commencerait dans 5 minutes, et j'étais encore seul. Pendant un moment, une vague de panique me traversa. Et si Marcus avait changé d'avis? Et si notre orgueil familial était plus fort que tout sentiment de loyauté? Et s'il ne venait tout simplement pas? Evelyne dut remarquer mon anxiété croissante parce que son sourire s'élargit. Elle se pencha pour chuchoter quelque chose à Blackwood, et tous deux regardèrent dans ma direction avec une expression qui ne pouvait être décrite que comme prédatrice. C'était comme s'ils étaient deux vautours tournant autour d'une carcasse, attendant juste le bon moment pour attaquer. Bon, pensais-je, si je vais être humilié publiquement, au moins ce sera rapide. C'est alors que j'entendis les pas dans le couloir. Ce n'étaient pas des pas ordinaires, c'était le son de chaussures chères frappant le sol de marbre avec une cadence confiante et déterminée. C'était le son de quelqu'un qui n'était pas pressé, mais qui n'avait aussi aucun doute sur où il allait ou pourquoi il était là. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent exactement à 10h pile. Et il était là. Marcus Reginald Wellington III. Mon frère aîné. Il entra dans la salle comme une tempête contrôlée, portant un costume de 3 000 $ qui s'ajustait à son corps comme une seconde peau. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coiffés, ses ongles impeccablement entretenus, et il portait une mallette en cuir italien qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Mais ce n'était pas son apparence qui faisait que toute la salle se taisait. C'était sa présence. Marcus avait cette qualité indéfinissable qui sépare les vrais prédateurs des simples imitateurs. C'était une confiance qui venait de décennies de victoires, de batailles juridiques sanglantes où il avait laissé ses adversaires en ruine financière et émotionnelle. C'était la confiance d'un homme qui n'avait jamais perdu quand cela comptait vraiment. Je pouvais sentir l'atmosphère de la salle changer instantanément. Les chuchotements cessèrent. Le sourire satisfait de Blackwood disparut comme s'il avait été effacé par une gomme. Et Evelyne. Dieu, l'expression sur le visage d'Evelyne était quelque chose que je n'oublierai jamais pour le reste de ma vie. C'était de la pure terreur.
Marcus marcha directement vers ma table sans regarder personne d'autre dans la salle. Il posa sa mallette à côté de la mienne, tira la chaise et s'assit comme s'il était propriétaire de l'endroit. Ce n'est qu'alors qu'il se tourna pour me regarder, et pour la première fois en 5 ans, mes yeux rencontrèrent les yeux de mon frère aîné. « Tommy, dit-il simplement, sa voix basse mais portant le poids d'une autorité incontestable. Je suis désolé pour tout ça. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots ne venaient pas. 5 ans de silence, 5 ans d'orgueil têtu, 5 ans de blessures et de ressentiment, tout cela sembla s'évaporer en ce moment. Mon frère était là. Il était apparu quand j'avais le plus besoin de lui. Puis Marcus se tourna lentement pour regarder dans la direction d'Evelyn et Blackwood. C'était comme regarder un requin évaluer sa proie. Ses yeux, froids et calculateurs, balayèrent la table de l'opposition avec la précision d'un tireur d'élite. Blackwood, qui avait semblé si confiant quelques minutes plus tôt, ressemblait maintenant à un étudiant de première année face à un professeur titulaire. « Richard, dit Marcus, sa voix tranchant le silence de la salle comme une lame. Ce n'était pas un salut. C'était une reconnaissance. La façon dont il prononça le nom rendit clair qu'il connaissait Blackwood, connaissait ses tactiques, ses faiblesses, ses angles morts. Blackwood déglutit audiblement. « Marcus, répondit-il, et je pouvais entendre la tension dans sa voix. Je ne savais pas que tu étais impliqué dans cette affaire. » Marcus sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de découvrir que sa proie était blessée. « Oh, Richard, dit-il, ouvrant sa mallette et retirant un ensemble de documents parfaitement organisés. Je suis très impliqué dans cette affaire. » C'est à ce moment qu'Evelyn trouva finalement sa voix. « Marcus, dit-elle, et je pouvais entendre la panique croissante dans son ton. Qu'est-ce que tu fais ici ? » Marcus la regarda finalement directement. Le poids de son regard la fit reculer physiquement dans sa chaise. « Je suis ici, dit-il avec un calme mortel, pour représenter mon frère cadet. Et toi, Evelyn, tu as fait une erreur très grave. » Le silence qui suivit était assourdissant. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge sur le mur, le son étouffé du trafic dehors, la respiration tendue de tous dans la salle. Evelyn regarda Blackwood comme si elle s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose, dise quelque chose, mais l'avocat semblait être en état de choc. « Vois-tu, continua Marcus, sa voix maintenant se ton dangereusement calme, je pourrais être offensé par le fait que tu aies essayé d'utiliser notre querelle familiale comme une arme contre mon frère. Je pourrais être irrité parce que tu as calculé si froidement que je ne serais pas là pour le défendre. Mais sais-tu ce qui me dérange vraiment, Evelyn ? » Elle ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. « Ce qui me dérange vraiment, dit-il, retirant plus de documents de sa mallette, c'est l'arrogance. L'arrogance pure et éhontée de penser que tu pourrais venir ici, essayer de voler tout d'un homme bon, et t'en sortir impunément juste parce que tu pensais qu'il n'avait aucun moyen de se défendre. » Marcus posa les documents sur la table avec la précision d'un chirurgien organisant ses instruments. Chaque mouvement était délibéré, calculé, conçu pour un impact psychologique maximum. Je pouvais voir Evelyn essayer de maintenir sa composure, mais ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle faisait semblant de réviser ses propres papiers. « Tu sais, Evelyn, continua Marcus, sa voix gardant encore ce ton conversationnel qui était d'une certaine manière plus menaçant que n'importe quel cri. J'ai passé les 3 derniers jours à faire une petite recherche sur toi. C'est fascinant ce qu'on peut découvrir quand on a les ressources adéquates et la motivation nécessaire. » Blackwood essaya finalement d'intervenir. « Marcus, si tu as l'intention de présenter des preuves, tu dois suivre le protocole approprié de découverte. » Marcus ne le regarda même pas. Il leva simplement une main, et Blackwood arrêta de parler immédiatement. C'était comme regarder un chef d'orchestre faire taire tout un orchestre d'un geste. « Richard, dit Marcus, sans quitter Evelyn des yeux, je suggère que tu te taises et que tu fasses attention. Tu pourrais apprendre quelque chose. » Le juge n'était pas encore arrivé, mais je pouvais voir des employés du tribunal commencer à se rassembler dans les environs. La nouvelle s'était rapidement répandue dans les couloirs, Marcus Wellington était dans le bâtiment, et quelque chose de gros était sur le point de se passer. « Comme je disais, continua Marcus, j'ai découvert des choses très intéressantes sur toi, Evelyn. Par exemple, j'ai découvert le compte bancaire aux Caraïbes que tu as ouvert il y a 6 mois. Le même compte vers lequel tu as systématiquement transféré l'argent des économies communes tiennes et de Tommy. » Je sentis mon estomac se serrer. Le sang se vida du visage d'Evelyn comme si quelqu'un avait ouvert une valve. J'ai aussi découvert l'appartement que tu as loué au centre-ville il y a 4 mois. Bien discret, bien cher. Le même appartement où tu as régulièrement rencontré ton. Comment dois-je dire cela délicatement ? Ton partenaire d'affaires. Marcus ouvrit un des dossiers et retira une série de photographies. Même à distance, je pouvais voir que c'étaient des images d'Evelyn entrant et sortant d'un bâtiment résidentiel avec un homme que je ne reconnaissais pas. James Morrison, dit Marcus, comme s'il lisait un rapport de police.
42 ans, divorcé 2 fois, propriétaire d'une entreprise de conseil financier qui, curieusement, fait l'objet d'une enquête de la SEC depuis 18 mois pour pratiques frauduleuses. Blackwood transpirait maintenant visiblement. Marcus, c'est totalement irrégulier. Tu ne peux pas simplement. Je ne peux pas quoi, Richard? Marcus se tourna finalement pour le confronter. Je ne peux pas protéger mon frère d'une femme qui lui a systématiquement volé pendant des mois tout en planifiant de l'abandonner et de le ruiner financièrement? Je ne peux pas présenter des preuves de fraude, d'adultère et de mauvaise foi dans une procédure de divorce? La voix de Marcus n'avait augmenté que légèrement, mais l'effet fut dévastateur. C'était comme si la température de la salle avait chuté de 10 degrés. Mais attends, dit-il, reportant son attention sur Evelyn, ça devient encore mieux. Parce que tu vois, Evelyn, ton petit copain James a une réputation intéressante. Il a un schéma. Il approche des femmes mariées avec des ressources financières substantielles, les séduit, les convainc de transférer de l'argent vers des comptes offshore, puis disparaît dès que le divorce est finalisé. Marcus sortit un autre ensemble de documents. Tu connais Sarah Chen? Elle a divorcé de son mari il y a 2 ans après une relation avec James Morrison. Elle a perdu 300 000 $. Et Jennifer Walsh? Même schéma, même perte. Et maintenant toi, Evelyn. La prochaine cible sur sa liste. Je regardais ma femme, ou bientôt ex-femme, et vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans toutes nos années de mariage, une peur réelle et une pure panique. Ce n'était pas seulement la peur d'être prise, c'était la peur de réaliser qu'elle avait été manipulée aussi complètement qu'elle avait essayé de me manipuler. Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle, mais sa voix n'avait aucune conviction. C'était la voix de quelqu'un qui savait déjà la vérité, mais n'était pas encore prête à l'admettre. Marcus sourit à nouveau. Ce sourire terrible et prédateur. Oh, mais c'est vrai, Evelyn. J'ai des relevés bancaires, des registres téléphoniques, des rapports d'enquête privés. J'ai tout. Il se pencha légèrement vers l'avant, et sa voix devint encore plus basse. Mais voici la partie vraiment intéressante. James Morrison n'est pas juste un escroc ordinaire. Il a des connexions avec des gens très désagréables. Le genre de personnes qui ne sont pas contentes quand leurs investissements disparaissent. Et devine quoi, l'argent que tu as transféré vers ce compte aux Caraïbes. Une partie a déjà été transmise. À des gens qui ne sont pas connus pour leur patience ou leur compréhension quand il s'agit de récupérer leurs pertes. Le visage d'Evelyn était maintenant complètement blanc. Elle regarda Blackwood, mais l'avocat semblait s'être recroquevillé dans sa chaise, réalisant clairement qu'il était entré dans une bataille pour laquelle il était complètement non préparé. Alors voici la situation, continua Marcus, organisant ses papiers comme un général organisant ses troupes avant une bataille. Tu as 2 options, Evelyn. Première option, nous continuons avec cette procédure de divorce, je présente toutes ces preuves publiquement, la presse locale est fascinée par l'histoire d'une épouse adultère qui a essayé de voler son mari professeur seulement pour découvrir qu'elle a été trompée par un escroc international, et tu fais face non seulement à la ruine sociale et financière, mais aussi possiblement à des enquêtes criminelles pour fraude et blanchiment d'argent. Il fit une pause, permettant à ses mots de faire effet. Ou, dit-il, sa voix devenant presque douce, option numéro 2. Tu retires immédiatement toute réclamation sur la maison, les économies, ou la pension alimentaire. Tu signes un accord déclarant que tu n'as droit à aucune propriété matrimoniale. Tu retournes tout l'argent que tu as transféré illégalement. Et tu disparais de la vie de mon frère pour toujours. Le silence qui suivit fut si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Evelyn fixait Marcus comme s'il était un serpent venimeux prêt à attaquer. Blackwood semblait contempler un changement de carrière. Et si je choisis de me battre, réussit finalement à dire Evelyn, bien que sa voix ne soit guère plus qu'un murmure. Marcus se renversa dans sa chaise, complètement détendu. Eh bien, dit-il, dans ce cas, Evelyn, tu découvriras pourquoi je suis connu comme l'avocat de divorce le plus redouté de l'État. Tu découvriras ce que signifie affronter quelqu'un qui ne perd jamais, jamais. Et quand j'en aurai fini avec toi, tu n'auras pas seulement tout perdu, tu souhaiterais ne jamais être né. La porte de la salle d'audience s'ouvrit à ce moment, et le juge Harold Pemberton entra, suivi de son greffier. Pemberton était un homme dans la soixantaine, cheveux grisonnants, connu pour son impartialité et pour ne pas tolérer les jeux ou manipulations dans son tribunal. Il s'arrêta brusquement quand il vit Marcus assis à ma table. Eh bien, dit le juge, avec un mélange de surprise et quelque chose qui ressemblait à de l'amusement. Marcus Wellington. Je ne t'ai pas vu dans mon tribunal depuis. Combien de temps? Marcus se leva respectueusement. 2 ans, votre honneur. Affaire Morrison contre Morrison. Si je me souviens bien, nous avons terminé avant le déjeuner. Ah, oui, acquiesça Pemberton, prenant sa place. Affaire mémorable. J'espère qu'aujourd'hui sera également éclairant.
Il y avait quelque chose dans le ton du juge qui suggérait qu'il savait qu'il était sur le point d'assister à quelque chose de spécial. Pendant que nous nous installions, je pouvais sentir la tension dans la salle augmenter exponentiellement. Evelyn chuchotait frénétiquement avec Blackwood, qui secouait la tête à plusieurs reprises comme s'il essayait de la dissuader d'une idée désespérée. Très bien, dit le juge Pemberton, mettant ses lunettes. Il s'agit de l'affaire Wellington contre Wellington. Je comprends que c'est une audience préliminaire pour discuter des termes du divorce. Maître Blackwood, je présume que vous représentez Madame Wellington. Blackwood se leva, mais sa confiance antérieure s'était complètement évaporée. Oui, votre honneur, dit-il, sa voix légèrement rauque. Et Maître Wellington, le juge se tourna vers Marcus, je présume que vous représentez. Votre frère? Oui, votre honneur. Et je dois informer le tribunal que nous avons des preuves substantielles de mauvaise conduite de la part de la demanderesse qui affectent matériellement cette procédure. Blackwood bondit de sa chaise. Objection. Toute nouvelle preuve aurait dû être présentée pendant la période de découverte. Maître Blackwood, le juge l'interrompit, c'est une audience préliminaire. Il n'y a pas d'objection dans les audiences préliminaires. Asseyez-vous. Marcus sourit. Votre honneur, avec la permission du tribunal, j'aimerais présenter des preuves qui démontrent que Madame Wellington s'est engagée dans l'adultère, la fraude financière et la mauvaise foi pendant les derniers mois de ce mariage. Je pouvais voir Evelyn se contracter à chaque mot. Blackwood ressemblait à un homme regardant un train approcher à grande vitesse. Ce sont des accusations très sérieuses, Maître Wellington, dit le juge, mais son suggérait plus de curiosité que de scepticisme. Vous avez de la documentation pour soutenir ces allégations? Substantielle, votre honneur. Marcus se leva et marcha vers la table du juge, remettant un ensemble de documents méticuleusement organisés. Pendant que Pemberton les examinait, la salle restait dans un silence mortel. Après plusieurs minutes, le juge leva les yeux. Ce sont des registres bancaires montrant des virements non autorisés de comptes joints. Oui, votre honneur. D'une valeur totale de 147 000 $. Et ces photographies montrent Madame Wellington entrant à plusieurs reprises dans une propriété résidentielle avec un homme qui n'est pas son mari. Correct. Un monsieur James Morrison, qui fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour fraude financière. Pemberton continua à feuilleter les documents. Et ce rapport d'enquêteur privé documente un schéma de comportement de monsieur Morrison impliquant de multiples victimes. Exact, votre honneur. Le juge se renversa dans sa chaise et regarda directement Evelyn. Madame Wellington, ce sont des allégations très graves. Aimeriez-vous répondre? Evelyn se leva en tremblant. Elle regarda Blackwood, qui secoua légèrement la tête, un signal clair qu'il n'avait absolument aucune défense pour ce que Marcus avait présenté. Je, commença-t-elle, mais les mots ne venaient pas. Votre honneur, intervint doucement Marcus, peut-être serait-il approprié de donner à Madame Wellington un moment pour consulter son avocat sur la façon dont elle aimerait procéder. Je suis certain qu'elle réalise que sa position initiale dans cette affaire a pu être mal informée. Blackwood se leva rapidement. Votre honneur, nous demandons un bref ajournement pour consulter notre cliente. Accordé, dit Pemberton. 15 minutes. Dès que le juge quitta la salle, Blackwood saisit Evelyn par le bras et la tira dans un coin. Je pouvais les voir avoir une conversation intense et désespérée. Blackwood gesticulait frénétiquement, pointant vers les documents de Marcus, secouant la tête à plusieurs reprises. Evelyn semblait argumenter, mais il était évident qu'elle perdait. Marcus se tourna vers moi. Comment te sens-tu, Tommy? C'était la première question personnelle qu'il m'avait posée en 5 ans. Confus, admis-je. Je ne savais rien de tout ça. L'argent, l'autre homme. Je ne savais vraiment rien. Marcus posa la main sur mon épaule. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu lui faisais confiance. Tu l'aimais. C'est ce que font les gens décents, ils font confiance et aiment. Malheureusement, cela les rend parfois vulnérables aux gens sans scrupules. Pourquoi as-tu fait ça, demandai-je. Pourquoi es-tu venu m'aider après toutes ces années? Marcus resta silencieux pendant un long moment. Parce que tu es mon frère, dit-il finalement. Parce que nous nous sommes disputés au sujet d'une maison, mais la famille est plus importante que n'importe quelle propriété. Et parce que personne, absolument personne, ne s'en prend à la famille Wellington sans conséquence. De l'autre côté de la salle, Blackwood semblait expliquer quelque chose de très désagréable à Evelyn. Elle était devenue progressivement plus pâle, et maintenant elle semblait au bord des larmes. Elle va accepter tes conditions, dit Marcus, observant la conversation. Blackwood n'est pas stupide. Il sait qu'il n'a pas d'affaires. En fait, il explique probablement à Evelyn que si nous continuons, elle pourrait faire face à des accusations criminelles en plus de tout perdre dans le divorce. Et si elle n'accepte pas? Marcus sourit de ce sourire prédateur. Alors elle découvrira que je ne bluffais pas.
J'ai plus de preuves, Tommy. Beaucoup plus. Ce que j'ai présenté aujourd'hui n'était que la pointe de l'iceberg. Blackwood revenait maintenant vers notre direction, ressemblant à un homme vaincu. Evelyn le suivait, et je pouvais voir qu'elle avait pleuré. Maître Wellington, dit Blackwood quand il arriva à notre table, ma cliente aimerait discuter d'une résolution à l'amiable. Marcus ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il ouvrit sa mallette à nouveau et sortit un document que je n'avais pas vu auparavant. C'était un accord pré-rédigé, parfaitement dactylographié et organisé avec la précision militaire qui caractérisait tout ce que mon frère faisait. Quelle coïncidence, dit Marcus, sa voix ne portant qu'une trace légère de sarcasme. J'ai apporté exactement cela. Il posa le document sur la table entre nous. Même d'où j'étais assis, je pouvais voir qu'il était extensive, au moins 15 pages de texte juridique dense. Cet accord, expliqua Marcus, sa voix prenant maintenant le ton professoral dont je me souvenais de notre jeunesse, quand il m'expliquait des concepts complexes, stipule ce qui suit. Premièrement, Madame Wellington renonce à toute réclamation sur la propriété matrimoniale, y compris la maison, tous les comptes d'épargne, investissements et biens personnels. Blackwood prit le document et commença à le feuilleter, son front se plissant davantage à chaque page. Deuxièmement, continua Marcus, elle accepte de retourner, dans son intégralité, tous les fonds transférés indûment des comptes joints, tous les 147 000 $, dans les 30 jours. C'est impossible, dit Evelyn pour la première fois depuis l'ajournement, sa voix rauque d'avoir pleuré. Je n'ai pas accès à cet argent. James a dit qu'il était investi et que... Ah, l'interrompit doucement Marcus, cela nous amène au troisième point. Madame Wellington accepte de coopérer complètement avec les autorités fédérales dans l'enquête sur M. Morrison et ses activités. Cela inclut fournir tous les registres, mots de passe, informations de compte, et toute autre documentation pertinente. Le visage d'Evelyn devint encore plus pâle, si c'était possible. Tu ne comprends pas, dit-elle, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'entendis un vrai désespoir dans sa voix. James a dit que si j'essayais de récupérer l'argent ou parler à quelqu'un de nos affaires, qu'il y aurait des conséquences. Marcus se pencha vers l'avant, intéressé. Quel genre de conséquences, Evelyn? Il a dit que les gens avec qui il travaille ne sont pas compréhensifs. Qu'ils ont des façons de s'occuper des gens qui causent des problèmes. Blackwood la regarda avec une horreur croissante. Evelyn, êtes-vous en train de dire que vous avez été menacée? Pas exactement, dit-elle rapidement, puis s'arrêta. Ou peut-être. Mon Dieu, je ne sais plus. Il n'a jamais dit directement, mais l'implication était là. Marcus échangea un regard avec le juge Pemberton, qui était revenu silencieusement et écoutait tout avec un intérêt croissant. Votre honneur, dit Marcus, il semble que Madame Wellington ait pu être victime, ainsi que perpétratrice. Cela ne diminue pas ses actions contre mon client, mais peut expliquer certaines de ses motivations. Pemberton acquiesça pensivement. Maître Wellington, vous avez mentionné la coopération avec les autorités fédérales. Cela suggère qu'il y a plus dans cette situation qu'un simple cas de divorce. Beaucoup plus, votre honneur. Ce matin, avant de venir au tribunal, j'ai pris la liberté de contacter le FBI. Ils sont très intéressés à parler avec quiconque a eu des affaires avec Monsieur Morrison. Evelyn fit un son qui était quelque part entre un sanglot et un gémissement. Tu ne comprends pas ce que tu as fait, dit-elle à Marcus. Si James découvre que j'ai parlé. James Morrison a été arrêté à 6 heures ce matin, dit calmement Marcus. Avec 3 associés. Toute l'opération a été découverte. Le silence qui suivit fut absolu. Evelyn regardait fixement Marcus comme s'il venait de dire que la lune était tombée du ciel. Comment commença-t-elle? Comment je savais, termina Marcus. Evelyn, je ne suis pas seulement un avocat de divorce. J'ai des connexions dans beaucoup d'endroits. Quand j'ai commencé à t'enquêter, j'ai rapidement découvert que je traitais avec quelque chose de beaucoup plus grand que l'adultère marital. J'ai appelé quelques personnes, partagé quelques informations, et les autorités appropriées ont pris les mesures nécessaires. Blackwood feuilletait maintenant l'accord avec une urgence renouvelée. Ce document, dit-il, est beaucoup plus compréhensif qu'une résolution de divorce typique. Bien sûr qu'il l'est, répondit Marcus. Parce que ce n'est pas une situation typique. Mon client n'est pas seulement un mari trompé, il est une victime de fraude. Et vous, Maître Blackwood, devez décider rapidement si vous représentez quelqu'un qui veut résoudre cela civilement ou quelqu'un qui préfère expliquer ses actions à un grand jury fédéral. Je regardais tout cela comme si je regardais un film. Je ne pouvais pas traiter complètement le fait que la femme avec qui j'avais été marié pendant 8 ans s'était impliquée dans quelque chose de si complexe et dangereux. L'Evelyn que je connaissais était calculatrice et parfois froide, mais ceci était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Il y a autre chose, dit Marcus, sortant un autre document de sa mallette apparemment inépuisable.
Un rapport d'un enquêteur privé montrant que Madame Wellington a commencé à transférer de l'argent vers des comptes offshore bien avant de connaître Monsieur Morrison. En fait, le schéma suggère qu'elle planifiait peut-être ce divorce depuis plus d'1 an. Il fit glisser le rapport sur la table. Les registres téléphoniques montrent qu'elle a recherché des avocats de divorce il y a 14 mois. Les registres d'ordinateur récupérés montrent des recherches sur comment cacher des actifs pendant les procédures de divorce. Et ceci, il posa un autre document sur la table, est une police d'assurance vie sur mon frère, acquise par elle il y a 10 mois, avec elle comme seule bénéficiaire. Mon sang se glaça. Une police d'assurance vie? D'une valeur de 500 000 $, confirma Marcus. Intéressant, n'est-ce pas? Surtout considérant que votre épouse ne vous a jamais mentionné cela. Evelyn tremblait maintenant visiblement. Ce n'est pas ce que ça semble, dit-elle faiblement. Non, demanda Marcus, sa voix dangereusement douce. Alors pourquoi ne nous expliques-tu pas exactement ce que c'est? Blackwood mit la main sur le bras d'Evelyn, essayant clairement de l'empêcher de parler davantage, mais elle semblait être au-delà du point où les conseils juridiques importaient. James a dit que c'était une précaution, murmura-t-elle. Il a dit que si quelque chose arrivait pendant les affaires, j'aurais besoin d'être protégé financièrement. Et quel genre de « quelque chose » anticipait-il, Evelyn? Demanda Marcus. Elle ne répondit pas, mais elle n'en avait pas besoin. L'implication était claire pour tous dans la salle. Le juge Pemberton se pencha vers l'avant. Maître Wellington, je commence à penser que cette affaire pourrait être au-delà de la juridiction du tribunal de la famille. Je suis d'accord, votre honneur. C'est pourquoi l'accord que j'ai préparé inclut des dispositions pour transférer certains aspects de cette affaire aux autorités criminelles appropriées. Marcus se tourna vers Evelyn. Alors, voici ton choix final, Evelyn. Tu peux signer cet accord, coopérer complètement avec les autorités, et peut-être, juste peut-être, éviter des accusations criminelles graves. Ou tu peux continuer à essayer de te battre, et découvrir ce qui arrive quand quelqu'un fait l'objet d'une enquête pour fraude, conspiration, et possiblement tentative de meurtre. Les mots « tentative de meurtre » résonnèrent dans la salle comme un coup de feu. Evelyn resta complètement immobile, comme si elle avait été frappée par la foudre. Blackwood laissa tomber les papiers qu'il tenait, et même le juge Pemberton sembla genuinement choqué. « Tentative de meurtre », répéta Blackwood, sa voix montant d'une octave. « Marcus, c'est une accusation extraordinairement sérieuse. Tu as des preuves pour soutenir. » J'en ai, l'interrompit Marcus, ouvrant sa mallette une fois de plus. Je commençais à me demander combien de bombes mon frère avait apporté pour exploser aujourd'hui. Message texte récupéré du téléphone de James Morrison. Conversation détaillée sur comment faire paraître la mort de mon frère comme accidentelle. Il posa des impressions de messages sur la table. Même d'où j'étais, je pouvais voir des fragments de texte qui me retournaient l'estomac. Apparemment, continua Marcus, sa voix maintenant se calme mortelle, le plan original n'était pas seulement de voler Tommy puis de divorcer de lui. Le plan était d'éliminer toute possibilité qu'il récupère l'argent ou cause des problèmes futurs. Je me sentis comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Je regardais Evelyn, cette femme qui avait dormi à mes côtés pendant des années, qui m'avait embrassé le matin, qui avait préparé des dîners avec moi, et j'essayais de traiter qu'elle avait contemplé, d'une façon ou d'une autre, ma mort. Ce n'est pas vrai, dit Evelyn, mais sa voix était complètement dépourvue de conviction. Je n'ai jamais. James n'a jamais rien dit sur. Tom va toujours au travail à vélo par Elm Street, lut Marcus d'une des impressions. Ce virage près du pont serait parfait. Les voitures prennent ce virage très vite. Ce sont tes mots, Evelyn. Envoyé à James Morrison à 23h47 le 15 mars. Mon esprit courut vers cette date. 15 mars. C'était 2 jours après une discussion que nous avions eue sur l'argent, une discussion où j'avais questionné certaines transactions bancaires que je ne comprenais pas. Evelyn m'avait assuré que c'était juste des virements de routine pour économiser sur les frais. Et celle-ci, continua Marcus, il laisse toujours la porte arrière déverrouillée quand il va arroser le jardin le soir. Il serait facile de faire passer ça pour un cambriolage qui a mal tourné. 23 mars, 1h33. Chaque message était comme un coup de poing dans l'estomac. Je me souvenais de ses habitudes, de ses routines que j'avais développées au fil des ans. Et ma propre épouse avait documenté chacune d'entre elles comme des vulnérabilités potentielles. Tu cartographiais littéralement les opportunités pour me tuer, dis-je, les mots sortant avant que je puisse les arrêter. Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles, distante et désincarnée. Evelyn me regarda finalement directement. Des larmes coulaient sur son visage, mais je ne ressentais aucune pitié. Tom, je n'aurais jamais. Je veux dire, c'était juste des conversations. Des fantasmes. Je n'aurais jamais vraiment. Des fantasmes, interrompit Marcus. Evelyn, tu as acheté une police d'assurance vie d'1 demi-million de dollars sur mon frère. Tu as systématiquement volé ses économies.
Tu as documenté ses habitudes quotidiennes et ses vulnérabilités de sécurité. Et tu as fait tout cela en feignant d'être une épouse aimante. Ce ne sont pas des fantasmes. C'est de la préméditation. Le juge Pemberton était devenu de plus en plus sombre en écoutant. Maître Wellington, dit-il à Marcus, ces preuves ont-elles été partagées avec les autorités criminelles? Oui, votre honneur. Le FBI est au courant de tout cela. Il prépare une accusation formelle contre Madame Wellington, ainsi que contre Morrison et ses associés. Quand? Cet après-midi, à moins qu'elle ne coopère complètement et fournisse des preuves substantielles qui aident à condamner les autres impliqués. Blackwood était maintenant visiblement désespéré. Marcus, nous pouvons sûrement arriver à une sorte d'accord. Ma cliente s'est clairement impliquée avec des gens dangereux qui l'ont influencée. Votre cliente, dit froidement Marcus, a tenté d'assassiner mon frère pour de l'argent. Peu m'importe si elle a été influencée par le diable en personne. Les actions ont des conséquences. Evelyn sanglotait maintenant de façon incontrôlable. Je ne savais pas que c'était allé si loin, dit-elle entre les sanglots. Quand j'ai commencé avec James, il m'a dit que c'était juste des affaires, d'être intelligente avec l'argent. Mais puis il a commencé à parler de résoudre les problèmes de façon permanente, et Dieu me pardonne, j'ai commencé à écouter. Pourquoi, fut tout ce que je pus demander. Evelyn, pourquoi as-tu fait ça? Je t'aimais. Nous avions une bonne vie. Elle n'était pas parfaite, mais elle était bonne. Pourquoi ça n'était pas suffisant? Elle me regarda à travers les larmes, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, je vis quelque chose sur son visage qui semblait genuine. Parce que je voulais plus, chuchota-t-elle. J'ai toujours voulu plus. Tu étais content de notre petite vie, notre petite maison, ton petit salaire. Mais je voulais des choses plus grandes, meilleures. Et quand James est apparu, il m'a montré comment je pourrais avoir tout ça. Alors tu as décidé que j'étais dispensable. Je n'ai pas pensé à ça de cette façon au début, dit-elle faiblement. Mais James n'arrêtait pas de dire que tu ne me donnerais jamais la vie que je méritais, que tu serais toujours un obstacle à mon vrai potentiel. Et graduellement, j'ai commencé à te voir non pas comme mon mari, mais comme un problème à résoudre. L'honnêteté brutale de ces mots était d'une certaine façon plus douloureuse que tous les mensonges. Au moins maintenant je connaissais la vérité, pour elle, j'étais devenu rien de plus qu'un inconvénient coûteux. Marcus était resté silencieux pendant notre échange, mais maintenant il se pencha vers l'avant. Alors, Evelyn, voici où nous en sommes. Tu as environ 30 secondes pour décider comment tu veux que le reste de ta vie se déroule. Tu signes cet accord, tu retournes l'argent, tu coopères complètement avec le FBI, et tu passes peut-être seulement quelques années en prison au lieu de décennies. Ou tu continues à prétendre que tout ça est un malentendu, et tu découvres ce qui arrive quand quelqu'un est condamné pour conspiration en vue de commettre un meurtre. Blackwood saisit l'accord et le feuilleta rapidement. Evelyn, dit-il d'urgence, vous devez signer ça. Maintenant. C'est littéralement la seule chance que vous avez. Elle regarda le document, puis moi, puis Marcus. Si je signe ça, demanda-t-elle, vous garantirez que je ne serai pas accusé de tentative de meurtre. Marcus sourit, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Evelyn, je ne suis pas procureur. Je ne peux rien garantir concernant les accusations criminelles. Mais je peux te dire que ta coopération complète et immédiate sera notée par les autorités pertinentes. Et je peux te dire que si tu ne signes pas, je m'assurerai personnellement que chaque morceau de preuve que j'ai soit présenté de la manière la plus préjudiciable possible pour toi. Elle prit le stylo avec des mains tremblantes. Où je signe? Chaque page, dit Marcus. Et des initiales à chaque changement. Et Evelyn, ajouta-t-il pendant qu'elle commençait à signer, comprend que ce document est juridiquement contraignant. Si tu essaies de revenir sur n'importe quelle partie, si tu essaies de cacher des actifs, si tu échoues à coopérer complètement avec les autorités, je te poursuivrai pour rupture de contrat en plus de tout le reste. Il lui fallut presque 10 minutes pour tout signer et parapher. Quand elle eut fini, Marcus vérifia chaque signature méticuleusement avant de remettre le document dans sa mallette. Très bien, dit-il. Maintenant, concernant le calendrier pour retourner l'argent volé. L'argent, continua Marcus, consultant ses notes, doit être retourné dans son intégralité dans les 30 jours. Cela signifie 147 000 $, plus les intérêts composés au taux légal depuis les dates des virements originaux. Mes calculs montrent que le total actuel est d'environ 153 000. Evelyn le regarda avec désespoir. Mais je t'ai dit, je n'ai pas accès à cet argent. James contrôlait tout. Et maintenant qu'il a été arrêté. Ça, dit Marcus avec une froideur qui me fit frissonner, c'est ton problème à résoudre. L'accord que tu viens de signer ne contient pas de clause à moins que ce soit difficile, sauf si je n'y arrive pas. Tu as volé l'argent, tu le retournes. Blackwood intervint nerveusement. Marcus, sois raisonnable. Si les fonds sont dans des comptes contrôlés par un homme qui est maintenant sous garde fédérale.
Richard, l'interrompit Marcus, ta cliente a eu des mois pour considérer les conséquences de ses actions. Elle a choisi de transférer l'argent vers des comptes qu'elle ne contrôlait pas. Elle a choisi de faire confiance à un criminel connu. Elle a choisi de conspirer pour assassiner mon frère. Le mot raisonnable a perdu toute pertinence dans cette situation. Marcus ouvrit un autre dossier. De plus, mes enquêtes montrent que tout l'argent n'est pas allé vers les comptes de Morrison. 23 000 $ sont allés vers un compte au nom d'Evelyn Wellington dans une banque du Nevada. 12 000 ont été utilisés pour acheter des bijoux qui sont actuellement dans un coffre-fort à la First National Bank. Et 8 000 ont été dépensés lors d'un week-end à Las Vegas avec Monsieur Morrison le mois dernier. Chaque chiffre était comme une gifle. Evelyn avait dépensé notre argent, l'argent que nous avions économisé ensemble pour notre retraite, pour les urgences, pour nos rêves futurs, en bijoux et escapades romantiques avec l'homme qui l'aidait à planifier ma mort. Comment as-tu découvert tout ça? Demanda Evelyn, sa voix à peine audible. Parce que, contrairement à toi, je suis vraiment bon dans ce que je fais, répondit Marcus. J'ai des enquêteurs dans 3 États, des contacts dans le système bancaire, et des ressources que tu ne peux même pas imaginer. Quand je décide de détruire quelqu'un, Evelyn, je le fais complètement. Le juge Pemberton était resté silencieux, observant cette révélation de couches de trahison et de tromperie. Finalement, il parla. Madame Wellington, il est clair pour ce tribunal que vous vous êtes engagée dans une campagne systématique de fraude contre votre mari. L'accord que vous avez signé semble être plus que généreux étant donné les circonstances. Votre honneur, dit Evelyn, essayant de retrouver une certaine contenance, j'ai été manipulé par James Morrison. Il m'a promis des choses, m'a fait croire que j'agissais dans mon meilleur intérêt. Vous avez documenté les routines quotidiennes de votre mari dans le but de faciliter son assassinat, dit le juge, sa voix tranchante. Ce n'est pas l'action de quelqu'un étant manipulé. C'est l'action d'une conspiratrice consciente. Marcus se leva. Votre honneur, s'il n'y a rien d'autre à discuter dans ce tribunal, j'aimerais escorter mon client et Madame Wellington au bureau du FBI. Ils attendent pour conduire des entretiens formels. Maintenant, demanda Evelyn, la panique évidente dans sa voix. Maintenant, confirma Marcus. Tu as accepté de coopérer complètement. Cela signifie immédiatement, pas quand c'est convenable pour toi. Blackwood regarda sa cliente avec quelque chose qui s'approchait de la pitié. Evelyn, vous devez y aller avec eux. Et vous devez dire la vérité sur tout. Littéralement tout. Votre seule chance maintenant est d'être plus utile au FBI que vous ne seriez nuisible. Pendant que nous nous préparions à quitter le tribunal, je me tournai vers mon frère. Marcus, je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier, dit-il, mais sa voix s'était légèrement adoucie. Tu es mon frère, Tommy. J'aurais dû être là pour toi bien avant ça. À propos de la dispute que nous avons eue. La maison de nos parents? Marcus secoua la tête. Ça semble si insignifiant maintenant, n'est-ce pas? Nous nous sommes disputés pendant des années au sujet de briques et de bois quand nous aurions dû nous protéger l'un l'autre. Nous sortîmes du tribunal ensemble, Evelyn et Blackwood quelques pas derrière nous. Dehors, il y avait 2 agents fédéraux qui attendaient, un homme grand en costume sombre et une femme d'apparence sérieuse avec un badge du FBI clairement visible. Maître Wellington, dit l'agent masculin à Marcus, agent spécial Rodriguez. Merci pour votre coopération dans cette enquête. Agent Rodriguez, répondit Marcus. Voici Madame Evelyn Wellington. Elle est prête à coopérer complètement avec votre enquête. Rodriguez regarda Evelyn avec le regard évaluateur de quelqu'un qui avait vu beaucoup de criminels dans sa carrière. Madame Wellington, vous comprenez que vous êtes détenue pour interrogatoire en connexion avec une enquête fédérale de fraude et conspiration? Evelyn acquiesça faiblement. Et vous comprenez vos droits? Vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit de garder le silence. Pendant que Rodriguez récitait les droits de Miranda, je regardais la femme qui avait été mon épouse pendant 8 ans. Elle semblait avoir rétréci physiquement, comme si le poids de ses actions se manifestait finalement dans son corps. Ses vêtements coûteux et ses cheveux parfaitement coiffés ne pouvaient pas cacher le fait qu'elle était une femme brisée, sur le point de faire face aux conséquences de choix terribles. Tommy, dit doucement Marcus, tu veux rentrer à la maison? Ou y a-t-il un endroit où tu préférerais rester ce soir? La maison. Notre maison. La maison qu'Evelyn avait essayé de me prendre, la maison où elle avait planifié ma mort, la maison qui était maintenant pleine de souvenirs contaminés. Je ne sais pas, admis-je. Tout semble différent maintenant. Comme si je ne connaissais rien de ma propre vie. Ça va passer, dit Marcus. Ça va prendre du temps, mais ça va passer. Et quand ça passera, tu auras ta vie de retour. Ta vraie maison, ton vrai argent, ta vraie liberté. Plus de mensonges, plus de manipulation. Les agents emmenaient Evelyn et Blackwood vers une voiture fédérale noire. Avant d'entrer, elle se tourna et me regarda une dernière fois. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, et pendant un moment,
je vis un aperçu de la femme que je pensais avoir connue. Tom, dit-elle, sa voix chargée de quelque chose qui aurait pu être du regret. Je suis désolé. Pour tout. Je voulus dire quelque chose, n'importe quoi. Une partie de moi voulait lui pardonner, parce que c'était ce que je faisais toujours. Mais quand j'ouvris ma bouche, aucun mot ne sortit. Il n'y avait plus rien à dire. La voiture s'éloigna, emmenant mon ex-épouse vers un futur qui inclurait probablement des années dans une prison fédérale. Je restai debout sur le trottoir, regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la circulation. « Viens, dit Marcus, mettant la main sur mon épaule. Allons prendre un café. Nous avons beaucoup de choses dont parler. » Nous allâmes dans un petit café à quelques pâtés de maison du tribunal, le genre d'endroit discret où Marcus emmenait probablement des clients quand il avait besoin de conversations privées. Il choisit une table au fond, loin des oreilles curieuses, et commanda 2 cafés noirs sans même me demander ce que je voulais. Il se souvenait encore de comment j'aimais mon café, même après 5 ans de silence. Nous restâmes assis en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses propres pensées. J'essayais de traiter tout ce qui s'était passé dans les dernières heures. Ce matin, je m'étais réveillé marié à une femme que je pensais connaître. Maintenant, elle était sous garde fédérale pour avoir conspiré pour m'assassiner. « Comment as-tu su ?» demandai-je finalement. « À propos de Morrison, de tout le stratagème ?» Marcus prit une gorgée de son café avant de répondre. « Quand tu m'as appelé, tu as dit qu'Evelyn avait mentionné que tu ne pouvais pas te payer un avocat pour lutter contre elle. Cela m'a dérangé. Pas parce que c'était vrai, tu ne pouvais vraiment pas te payer mes honoraires normaux, mais à cause de la façon arrogante dont elle l'avait dit. C'était comme si elle savourait ta vulnérabilité. » Il fit une pause, remuant le café avec la petite cuillère. Alors j'ai commencé à enquêter. Au début, c'était juste de la curiosité professionnelle. Je voulais comprendre à quoi nous avions affaire. Mais plus je creusais, plus les choses devenaient étranges. Qu'est-ce que tu as trouvé en premier? Les virements d'argent. Ils étaient trop systématiques, trop calculés pour être impulsifs. Quelqu'un lui avait enseigné comment déplacer l'argent sans laisser de traces évidentes. Cela m'a amené à chercher avec qui elle s'associait. Marcus ouvrit son téléphone et me montra une photo de James Morrison. C'était un homme d'âge moyen, bien habillé, avec le genre de sourire confiant qui fonctionnait probablement bien avec des femmes comme Evelyn. James Morrison, continua Marcus, a un historique intéressant. 3 mariages, 3 divorces lucratifs, 4 entreprises échouées, et un schéma de s'impliquer avec des femmes mariées qui ont accès à des ressources financières significatives. Et tu as découvert tout ça en 3 jours? Tommy, quand tu as les bonnes ressources, 3 jours c'est une éternité. J'ai payé pour des enquêtes dans 5 États, une analyse judiciaire des registres téléphoniques, et l'accès à des bases de données que la plupart des gens ne savent même pas qu'elles existent. Il prit un autre dossier de sa mallette, apparemment il avait apporté assez de preuves pour poursuivre une petite ville. Mais c'est ici que les choses sont devenues vraiment intéressantes. C'était un rapport d'enquête sur Morrison, mais celui-ci était différent des autres documents que j'avais vus. Celui-ci avait des tampons officiels du FBI. Morrison ne faisait pas que voler des femmes mariées, expliqua Marcus. Il blanchissait de l'argent pour une organisation criminelle basée à Miami. Les comptes offshore, les investissements complexes, tout cela faisait partie d'une opération beaucoup plus large. Je sentis un frisson. Et Evelyn s'est impliquée là-dedans? Inconsciemment au début, je crois. Morrison est très bon dans ce qu'il fait. Il l'a probablement convaincu qu'il était juste intelligent concernant les investissements. Mais les messages textes que nous avons trouvés montrent qu'elle est progressivement devenue une participante consciente. Marcus me montra des impressions additionnelles de messages. Ceux-ci étaient encore plus perturbants que ceux qui avaient été présentés au tribunal. Tom soupçonne quelque chose, utile. Il a posé des questions sur les virements bancaires hier. Et la réponse de Morrison, alors peut-être qu'il est temps d'implémenter notre solution permanente. Ma main tremblait quand je pris mon café. Ils allaient vraiment me tuer. Le plan était élaboré, confirma Marcus. Ils avaient identifié 3 scénarios différents. Et l'accident de vélo que j'ai mentionné au tribunal n'était qu'une option. Ils considéraient aussi un empoisonnement graduel qui ressemblerait à une maladie naturelle, et un cambriolage qui a mal tourné pendant une de tes promenades nocturnes. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Parce que tu n'avais pas besoin de porter ce poids avant que ce soit nécessaire. Et parce que je voulais être absolument sûr avant de détruire complètement la vie de quelqu'un, même quelqu'un qui a essayé de détruire la tienne. Un jeune couple entra dans le café, riant et s'embrassant. Ils semblaient si heureux, si innocents. Je me demandais si Evelyn et moi avions déjà semblé comme ça. Probablement oui, au début. Avant que sa cupidité et son ambition transforment notre mariage en quelque chose de méconnaissable. Marcus, dis-je, pourquoi as-tu vraiment fait ça? Et ne me donne pas la réponse sur la famille. Je veux la vérité. Il resta silencieux pendant un long moment,
regardant par la fenêtre la rue animée dehors. Quand il parla finalement, sa voix était différente, plus douce, plus vulnérable. « Parce que j'ai échoué avec toi une fois, dit-il. Quand nos parents sont morts, quand nous nous sommes disputés au sujet de la maison, j'aurais dû être le grand frère. J'aurais dû trouver une solution qui marche pour nous deux. Au lieu de ça, j'ai laissé mon orgueil m'aveugler, et nous avons perdu 5 ans que nous ne récupérerons jamais. » Il se tourna pour me regarder directement. « Et parce que quand tu m'as appelé, quand j'ai entendu le désespoir dans ta voix, j'ai réalisé quelque chose de terrible. J'ai réalisé que si quelque chose t'arrivait, si Evelyne réussissait ses plans, j'aurais perdu mon seul frère sans jamais avoir arrangé les choses entre nous. » Je sentis des larmes piquer mes yeux. « La maison de nos parents est encore vide, dit Marcus. Encore sur le marché. L'acheteur s'est désisté il y a 3 mois, et l'agent immobilier garde les clés pour moi. Tu veux dire? Je veux dire qu'il est peut-être temps de trouver une solution qui marche pour nous deux. Peut-être que tu pourrais y vivre pendant un moment, pendant que tu traites tout ça. Peut-être que nous pourrions en faire le lieu de rassemblement familial que tu as toujours voulu. » L'offre me prit complètement au dépourvu. Après des années d'amertume et de silence, après une matinée de révélations horribles sur ma femme, voici que mon frère m'offrait non seulement une protection légale, mais une réconciliation. Je ne sais pas quoi dire. « Ne dis rien encore, répondit Marcus. Tu as vécu un traumatisme aujourd'hui. Tu as découvert que la personne en qui tu avais le plus confiance au monde planifiait de t'assassiner. Ce n'est pas quelque chose qu'on traite en un après-midi. » Il finit son café et vérifia sa montre. « Mais voici ce qui va se passer dans les prochains jours. Le FBI va vouloir te parler, probablement demain. Ils vont vouloir savoir sur tout comportement suspect que tu as remarqué, tout changement dans les habitudes d'Evelyne, tout ce qui pourrait t'aider dans leur affaire. Et après? Après, tu reconstruis ta vie. Tu retournes dans ta maison, ta vraie maison, pas un endroit hanté par les mensonges. Tu retournes au travail, aux choses qui comptent pour toi. Et graduellement, tu apprends à faire confiance de nouveau. » Marcus se leva et mit assez d'argent sur la table pour couvrir les cafés et un généreux pourboire. « Il y a encore une chose, dit-il. Evelyne va tout avouer. Elle n'a pas le choix, les preuves contre elle sont écrasantes. Mais cela signifie que tu devras probablement témoigner au procès. Je vais devoir la revoir? Probablement. Mais quand ça arrivera, tu ne seras plus un homme sans défense étant manipulé et menacé. Tu seras une victime qui a survécu, un homme qui a eu le courage de riposter. » Nous sortîmes du café ensemble, et Marcus m'accompagna jusqu'à ma voiture. C'était étrange, après 5 ans sans nous parler, maintenant nous marchions côte à côte comme si les années de silence n'avaient jamais eu lieu. « Marcus, dis-je quand nous arrivâmes à ma voiture, je ne vais pas pouvoir te payer. Pas les honoraires que tu factures normalement. » Il sourit, le premier sourire genuinement chaleureux que j'avais vu de lui en années. « Tommy, tu m'as déjà payé. Tu m'as donné la chance d'être le frère que j'aurais dû être depuis le début. » Il fit une pause, puis ajouta, « De plus, quand nous récupérerons tout l'argent qu'Evelyne t'a volé, tu seras dans une situation financière bien meilleure que tu ne le penses. » 6 mois plus tard, j'étais assis sur la véranda de la maison de nos parents, la même véranda où Marcus et moi avions l'habitude de nous asseoir quand nous étions enfants. Planifiant des aventures d'été et rêvant de l'avenir. La maison avait été complètement rénovée, pas seulement des réparations structurelles, mais une transformation complète qui honorait les souvenirs tout en créant quelque chose de nouveau. Marcus avait tenu parole. La maison servait maintenant de point de rencontre familiale, un endroit où nous pouvions nous reconnecter non seulement comme frères, mais comme une famille qui avait survécu au pire et était ressortie plus forte. Je m'y étais installé temporairement après la finalisation du divorce, mais temporaire devenait permanent. Il y avait la paix ici, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le procès d'Evelyne s'était terminé la semaine précédente. Comme Marcus l'avait prédit, elle avait tout avoué, l'adultère, la fraude financière, la conspiration pour meurtre. Ses larmes à la barre des témoins semblaient genuines, mais j'avais appris de la façon la plus dure qu'Evelyne était une actrice consommée. Le juge n'avait pas été impressionné par ses démonstrations de repentir. 15 ans de prison fédérale. Pas éligible pour une libération conditionnelle avant au moins 10 ans. James Morrison avait pris 25 ans. Ses associés de l'opération de blanchiment d'argent avaient reçu des sentences variées, mais tous faisaient face à au moins une décennie derrière les barreaux. Pendant le procès, plus de détails horribles avaient émergé. Evelyne n'avait pas été seulement une victime influencée par Morrison, elle avait été une participante active et enthousiaste. Des messages additionnels montraient qu'elle avait suggéré des méthodes spécifiques pour ma mort, avait recherché des poisons en ligne, et avait même visité le site du pont où il planifiait de causer mon accident de vélo. Ce qui me perturbait le plus n'était pas les détails des plans assassins, mais la froideur avec laquelle elle discutait de mon élimination. Dans les messages, je n'étais pas Tom, son mari de 8 ans. J'étais le problème, l'obstacle, la complication qui doit être résolue.
Elle m'avait complètement déshumanisé dans son esprit, me réduisant à rien de plus qu'un item sur sa liste de tâches. Témoigner avait été une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. M'asseoir dans cette salle d'audience, regarder Evelyne au banc des accusés, et décrire comment elle avait systématiquement détruit notre vie ensemble tout en planifiant ma mort, c'était surréel et dévastateur. Mais c'était aussi libérateur. Finalement, la vérité était racontée publiquement. Evelyne avait essayé de me regarder dans les yeux pendant mon témoignage, mais je ne l'avais pas permis. Elle avait perdu le droit à mon attention, à ma compassion, à mon humanité. Quand le procureur avait demandé comment je me sentais concernant ses actions, j'avais gardé ma réponse simple, elle m'a trahi de toutes les façons possibles. Il n'y a pas de mots pour ce genre de trahison. Les médias locaux avaient largement couvert l'affaire. Professeur tente d'assassiner son mari pour l'argent de l'assurance, avait été le titre qui était le plus apparu. Pendant quelques semaines, j'étais une célébrité locale involontaire, l'homme qui avait presque été assassiné par sa propre épouse. Des voisins qui me parlaient à peine avant m'arrêtaient maintenant dans la rue pour exprimer leur indignation et leur solidarité. Mais la vraie vengeance n'était pas venue des tribunaux ou de l'attention des médias. Elle était venue de quelque chose de beaucoup plus subtil et plus satisfaisant. Pendant l'enquête, le FBI avait découvert que Morrison avait volé beaucoup plus d'argent qu'on ne le pensait initialement. Ce n'était pas seulement les 147 000 qu'Evelyn avait transférés de nos comptes joints. C'était presque 2 millions de dollars de multiples victimes au fil des années. Et à travers un processus légal complexe que Marcus avait brillamment navigué, j'avais fini par recevoir une compensation substantielle comme victime de l'opération criminelle. De plus, la police d'assurance vie qu'Evelyn avait secrètement souscrite sur moi avait été annulée à cause de la fraude, mais la compagnie d'assurance, faisant face à une publicité négative, avait offert un accord généreux pour éviter un procès pour négligence. Ils avaient échoué à vérifier adéquatement l'identité et les intentions de la personne qui achetait la police. À la fin, les tentatives d'Evelyn de me voler et de me tuer avaient résulté en ma situation financière étant meilleure que jamais dans ma vie. L'ironie ne m'était pas perdue. Mais l'argent n'était pas la vraie vengeance. La vraie vengeance était la vie que je construisais. J'étais retourné à l'enseignement, mais maintenant avec une perspective complètement différente. Mes étudiants répondaient à ma nouvelle confiance et énergie. J'avais survécu au pire que la vie pouvait me jeter, et cela m'avait donné une force intérieure que je n'avais jamais su que je possédais. Mes cours de menuiserie étaient devenus les plus populaires de l'école. J'avais commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, prudemment au début. Une professeure d'art appelée Sarah, divorcée aussi, avec 2 enfants adolescents. Elle connaissait toute mon histoire, c'était impossible de la cacher dans une petite ville, mais ne semblait pas intimidée par ça. « Tu as survécu au pire », m'avait-elle dit lors de notre 3e rendez-vous. Ce qui me donne l'espoir que tu sauras apprécier le meilleur. Marcus et moi étions redevenus proches, plus proches que nous ne l'avions jamais été dans l'enfance. Nous dînions ensemble chaque semaine, parfois dans la maison familiale, parfois dans son appartement en ville. Nous parlions de tout, travail, relations, plans futurs, souvenirs de nos parents. Les 5 années perdues semblaient une vie antérieure. Tu sais, m'avait-il dit lors d'un de ces dîners, d'une façon étrange, je suis reconnaissant envers Evelyne. Reconnaissant, avais-je demandé, manquant presque de m'étouffer avec mon vin. Pas pour ce qu'elle a essayé de te faire, avait-il clarifié rapidement. Mais parce qu'il a fallu quelque chose d'aussi extrême pour nous forcer à confronter notre orgueil stupide. Si elle avait été juste une épouse normale demandant un divorce normal, tu ne m'aurais jamais appelé. Et je n'aurais jamais eu la chance de corriger la plus grande erreur de ma vie. Il avait raison. Dans sa tentative de me détruire complètement, Evelyne avait involontairement catalysé la guérison de la blessure la plus profonde de ma vie. 3 mois après le procès, j'avais reçu une lettre de la prison. C'était d'Evelyne. Ma première réaction avait été de la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité avait gagné. « Cher Tom », commençait-elle, écrite de sa calligraphie familière, « je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire, mais j'ai besoin d'essayer d'expliquer. » La lettre continuait sur 4 pages. Elle essayait d'expliquer sa mentalité, comment elle s'était convaincue que j'étais un obstacle à son bonheur, comment Morrison avait manipulé ses peurs et ambitions. Elle prétendait qu'elle ne m'aurait jamais vraiment fait du mal, que c'était tous juste des fantasmes qui avaient échappé à tout contrôle. J'avais lu la lettre entière, 2 fois. Puis je l'avais jetée dans la cheminée de la maison familiale et l'avais regardée brûler. Pas parce que j'étais en colère, bien que je l'étais. Et pas parce que je voulais la blesser, bien qu'une partie de moi le voulait. Je l'avais jetée au feu parce que j'avais reconnu ce que c'était, une dernière tentative de manipulation. Même de prison, Evelyne essayait de réécrire le récit, de se dépeindre comme une victime des circonstances au lieu de l'architecte consciente d'une conspiration assassine. J'avais passé trop de temps à être manipulé par elle. Je n'allais pas permettre que cela continue, même si ce n'était que par des mots sur une page. À l'automne, presque 1 an après le jour terrible au tribunal, Sarah et moi avions décidé de nous marier. C'était une cérémonie petite et simple dans la maison familiale,
avec Marcus comme mon témoin et les enfants de Sarah comme nos seuls témoins. Il n'y avait pas besoin d'extravagance ou de fanfare. Nous avions appris que le vrai amour n'avait pas besoin d'être exhibé, il avait juste besoin d'honnêteté, de confiance et d'engagement mutuel. Pendant nos vœux, j'avais regardé cette femme incroyable qui avait choisi de m'aimer malgré les bagages compliqués que j'apportais à notre relation, et j'avais ressenti une gratitude si profonde qu'elle m'avait presque renversé. Après des années d'être vu comme un obstacle, un problème, une complication gênante, voici que quelqu'un me voyait comme un partenaire, un compagnon, un cadeau. Marcus avait fait un toast à la réception qui m'avait fait pleurer. À mon frère Tom, avait-il dit, levant son verre, qui m'a appris que la famille ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur. Ça consiste à toujours trouver un chemin de retour l'un vers l'autre. Cette nuit-là, Sarah et moi nous étions assis sur la véranda de la maison où tout avait commencé à guérir, regardant les étoiles et planifiant notre avenir. Elle m'avait demandé si je pensais parfois à Evelyn, si je me demandais parfois comment elle s'adaptait à la vie en prison. Parfois avais-je admis. Mais pas de la façon que tu pourrais penser. Je ne ressens pas de pitié pour elle, et je ne souhaite pas que les choses soient différentes. Principalement, quand je pense à elle, je ressens une sorte de pitié distante. Elle avait une bonne vie, un mari qui l'aimait, un avenir sûr. Et elle a tout jeté par cupidité et ambition. Maintenant elle a des décennies pour réfléchir à ses choix. Tu penses qu'elle regrette vraiment? J'avais considéré la question soigneusement. Je pense qu'elle regrette d'avoir été prise. Je pense qu'elle regrette les conséquences. Mais le vrai regret? Ça requiert un genre d'autoréflexion et de responsabilité personnelle que je n'ai jamais vu chez elle. Sarah avait acquiescé, comprenant. Et ça ne te dérange pas? Ça me dérangeait, avais-je dit. J'avais l'habitude de vouloir qu'elle comprenne complètement le mal qu'elle avait fait, qu'elle ressente le poids total de sa trahison. Mais j'ai réalisé que le manque de regret d'Evelyn est en fait un cadeau pour moi. Comment ça? Parce que ça signifie que je n'ai pas besoin de garder l'espoir qu'elle devienne un jour la personne que je pensais qu'elle était. Je peux accepter complètement que cette personne n'a jamais existé, et continuer sans réserve. C'était vrai. La version d'Evelyn que j'avais aimée, aimante, bien qu'ambitieuse, calculatrice, bien que pragmatique, mais fondamentalement décente, avait été une illusion. La vraie Evelyn, la femme capable de planifier froidement l'assassinat de son propre mari, était qui elle avait toujours été. J'avais juste été trop aveugle ou trop amoureux pour voir. Mais cette cécité, cette capacité d'aimer et de faire confiance complètement, n'avait pas été une faiblesse après tout. Ça avait été mon humanité. Et je refusais de laisser les actions d'Evelyn me l'enlever. 2 ans plus tard, j'avais reçu des nouvelles inattendues. Evelyn était morte en prison. Pas de violence ou de suicide, juste une crise cardiaque soudaine. Elle n'avait que 37 ans. Je ressentis rien. Ni soulagement, ni tristesse, ni satisfaction sombre. Juste une sorte de fermeture vide. La femme qui avait essayé de me détruire était maintenant un souvenir, une histoire d'avertissement, une leçon apprise. Sarah m'avait demandé si je voulais assister aux funérailles. Je ne voulais pas, mais j'y étais allé quand même, pas pour Evelyn, mais pour m'assurer que ce chapitre de ma vie était vraiment fermé. Il n'y avait que quelques personnes là. Quelques parents éloignés, quelques femmes de la prison qui étaient devenues ses amies. Aucun des anciens amis de notre vie de couple n'était apparu. L'histoire de sa trahison s'était largement répandue, elle était devenue une paria sociale même avant d'aller en prison. Le pasteur, qui ne la connaissait clairement pas bien, avait donné un sermon générique sur le pardon et la rédemption. Il n'avait pas mentionné les circonstances de sa condamnation, les vies qu'elle avait essayé de détruire, les mensonges qu'elle avait racontés. C'était comme si les dernières années de sa vie avaient été effacées, ne laissant que des platitudes vides sur une vie écourtée prématurément. Quand c'était fini, j'étais resté quelques minutes à côté du cercueil. J'avais regardé le visage de la femme que j'avais un jour aimée, que j'avais un jour pensé connaître complètement, qui avait un jour presque été ma meurtrière. Elle semblait plus jeune dans la mort, plus paisible qu'elle n'avait jamais semblé pendant le procès. Au revoir, Evelyn, avais-je chuchoté. Ce n'était pas le pardon, je n'étais pas encore prêt pour ça, et peut-être ne le serais-je jamais. Mais c'était la libération. C'était accepter qu'elle était humaine, défaillante et tragique à sa façon, et que son histoire était maintenant terminée. J'avais quitté le cimetière seul, conduisant directement vers la maison familiale où Sarah préparait le dîner et Marcus aidait les beaux-enfants avec leurs devoirs. Ma vraie famille, les gens qui avaient choisi de rester avec moi à travers le pire et de m'aider à construire quelque chose de mieux. Cette nuit-là, assis à table avec les gens que j'aimais, regardant Marcus rire de quelque chose qu'un des enfants de Sarah avait dit, voyant Sarah me sourire avec ce regard chaleureux qui me faisait encore me sentir comme l'homme le plus chanceux du monde, j'avais réalisé quelque chose de profond. La vraie vengeance n'avait pas été la prison d'Evelyn, ou sa mort, ou même la justice que le système avait fournie. La vraie vengeance était ceci, j'avais construit une vie meilleure. J'avais trouvé un amour réel, une vraie famille, un vrai bonheur.
J'étais devenu la personne que j'avais toujours dû être, plus fort, plus sage, plus reconnaissant pour les choses simples et genuines de la vie. Evelyne avait essayé de me détruire parce qu'elle pensait que j'étais faible, insignifiant, dispensable. Mais j'avais prouvé qu'elle se trompait sur tout. J'avais survécu. J'avais prospéré. J'avais aimé de nouveau et été aimé en retour. Et à la fin, c'était la vengeance la plus douce de toutes.